je vous propose d'entrer dans l'analyse des rapports entre puissance et pouvoir à travers la distinction que fait Antonio Negri pour penser les rapports de puissance des peuples face au pouvoir du capitalisme. La distinction de Negri est peut-être pertinente pour repenser le socialisme chinois. Le texte auquel je renvoie, c'est évidemment L'Anomalie sauvage, puissance et pouvoir chez Spinoza, paru au PUF en 1983. Mais je précise tout de suite, si Antonio Negri a surtout voulu opposer les deux concepts, le concept de puissance et le concept de pouvoir, les opposer potentia et potestas, je cherche plutôt à les articuler, c'est-à-dire à montrer les raisons pour lesquelles et les conditions sous lesquelles ces notions, contradictoires sous certains rapports, c'est vrai, peuvent cependant se combiner ensemble. Je ne m'affilie donc pas complètement à l'interprétation de Spinoza que propose Antonio Negri, parce que mon objectif est plutôt d'examiner dans quelle mesure une intelligibilité spinoziste, disons une intelligibilité spinoziste de la démocratie absolue à la chinoise, est possible. Alors, puisque nous parlons d'une analyse de la réalité du socialisme à la chinoise, je n'ai pas à prendre parti dans le débat actuel que commente Céline Spector dans Le spinozisme politique aujourd'hui, Tonio Negri, Étienne Balibar, etc., paru dans la revue Esprit en 2007, notamment à la page 38, où il est question de savoir si la puissance qui vient du peuple est une force d'auto-organisation spontanée, auquel cas la médiation en Chine du Parti communiste chinois serait une trahison de cette démocratie absolue, soyons clairs, ou bien si elle peut et doit tirer profit de la guidance d'un parti de la raison. Et c'est ce que le Parti communiste est censé être, du moins dans le modèle léniniste chinois, un parti de la raison qui est censé protéger ce peuple contre ses bas instincts, ou l'ignorance dans laquelle il peut se trouver de certains problèmes sur lesquels le parti, en tant qu'avant-garde du peuple, a à l'instruire, à l'éclairer. Donc je ne prends pas parti entre ces deux hypothèses, et certainement pas en faveur de la seconde, n'étant pas chinois et n'ayant pas à prendre parti. Il me suffit simplement de remarquer que l'éclairage de Spinoza est pertinent, quoique problématique. Il ne me semble en tout cas pas exclusif d'une certaine lecture de Hobbes. J'y reviendrai, je le discuterai un petit peu plus loin. Christian Lazeri distingue deux approches possibles. Pour Hobbes, la multitude n'est qu'un ensemble, je le cite, si l'on peut employer ce terme, naturel, un ensemble naturel d'individus, dépourvu de tout principe d'unité, qui se forme seulement dans l'acte de représentation d'une personne artificielle et destinée à disparaître, comme multitude, dans un peuple, si elle se donne par convention un représentant. Pour Spinoza, dont l'emploi constant du terme s'explique en grande partie par sa critique de Hobbes, la multitude est un ensemble naturel d'individus dont seul l'état varie selon le degré plus ou moins élevé d'intégration naturelle de ses membres à l'égard de l'ensemble plus ou moins structuré qu'il forme. Voyez dans Droit, pouvoir et liberté, Spinoza critique de Hobbes, au PUF, 1998, page 282. La question me semble être de savoir si ces deux perspectives distinctes n'apportent pas des arguments complémentaires plutôt qu'opposés, contrairement à ce que dit M. Lazeri. Les deux perspectives, moi, me semblent plutôt complémentaires qu'opposées quand on les considère dans la perspective de l'objet réel qui m'occupe ici, c'est-à-dire l'histoire du socialisme chinois. D'un côté, la démocratie socialiste chinoise, en effet, parvient à la représentation de l'unité d'un peuple par la médiation du parti, et ça c'est sa dimension hobbésienne, et de l'autre, la puissance de cette unité du peuple dépend de la quantité des individus qui s'y intègrent. Et ça c'est sa dimension spinoziste, c'est la dimension spinoziste de la démocratie absolue, fondée sur une arithmétique, je rappelle Spinoza,
plus nombreux seront-ils, les hommes, plus nombreux seront-ils rassemblés en une telle unité, plus de droits ils auront tous ensemble. C'est ce qu'écrivait Spinoza dans le traité politique au chapitre 2, paragraphe 15. Le facteur quantitatif et la puissance représentationnelle qui permet de réussir l'intégration ou l'addition des puissances individuelles sont deux concepts différents, mais pas nécessairement condamnés à s'opposer dans la réalité. C'est ce que j'essaie en tout cas de démontrer. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas Antonio Negri, pour ceux qui ne connaissaient pas Christian Lazeri, il s'agit de faire un petit peu connaissance avec ces auteurs. Antonio Negri, c'est vraiment un commentateur de Spinoza qui est passé dans la postérité. Christian Lazeri, c'est un professeur de philosophie à l'université. Bon, ce sont des auteurs à connaître sur Spinoza. Je prends la même distance avec ces deux commentateurs pour la même raison. Ils font des distinctions qui sont pertinentes, que je reprends, mais que j'envisage plutôt dans une logique de complémentarité que d'opposition. La distinction est fondamentale, mais elle ne va pas au bout du travail méthodologiquement. Pour comprendre la Chine, les distinctions ne suffisent jamais, il faut toujours réfléchir aux complémentarités des concepts qu'on a préalablement opposés. Je l'ai déjà dit, et ceux qui ont l'habitude de m'écouter trouvent peut-être que je me répète, mais nous avons à lutter, j'ai en tout cas comme philosophe, à lutter contre un pli fondamental de la pensée occidentale qui est forgé, je dirais, foncièrement structuré par la logique d'Aristote, la logique du principe de non-contradiction. Et je dirais qu'en un sens, ce travail sur la Chine, qui n'est qu'un prétexte de ce point de vue-là, est l'occasion de déconstruire un pli culturel fondamental de la pensée occidentale. Il s'agit de désincarcérer une pensée conditionnée par une histoire de longue haleine, une histoire au long cours, une histoire de longue durée, comme dirait Fernand Braudel, mais c'est un travail ambitieux, qui, je crois, mérite qu'on s'y attelle et qui montre le sens profond de ma réflexion de logicien ou métaphysicien. Vous savez que je suis aussi l'auteur d'un essai de métaphysique qui s'appelle « Essai de grammaire universelle de métaphysique » et je le dis non pas pour me faire de la publicité, mais pour bien comprendre ceux qui croiraient encore que cette chaîne qui s'intitule « La Chine en question » est un outil de propagande en faveur du gouvernement chinois, que non, la Chine et cette réflexion sur la Chine, l'histoire de la Chine et la politique chinoise actuelle n'est qu'un prétexte pour moi, en tant que métaphysicien, le prétexte d'une réflexion sur les plis profonds de la pensée humaine dans des contextes culturels variés. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi nous avons tant de mal à penser ce qui nous échappe, d'où viennent les angles morts de notre pensée, où que nous soyons, y compris la mienne d'ailleurs. Donc c'est dans cet abîme de réflexion et de perplexité peut-être, métaphysique, que je vous invite à descendre par le détour de la méditation de la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant, j'y reviendrai, parabole qui a sa traduction chinoise classique dans le taoïsme d'un Zhuangzi par exemple, mais qui trouvera aussi une traduction dans les discours de Xi Jinping, notamment à travers la métaphore de la mandarine, l'énoncé du principe de la mandarine, que j'aurai évidemment à vous expliquer, mais ce sera l'objet d'une future discussion. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous retrouve très vite pour continuer à discuter plus précisément cette question des rapports entre puissance et pouvoir. Belle journée à tous!